Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Guerre de l'information et de la désinformation, guerre de l'image et du réel, perte de repères, quid du Covid-19 et de ce qu'il a engendré, pas seulement sur le plan sanitaire et médical, mais sur le plan du mental et de l'image et des répercussions. On en parle avec le professeur Didier Raoult, microbiologiste, directeur du IHU Marseille et auteur de Carnet de guerre, Covid, tome 2. Le tome 1, on en avait déjà parlé. Et puis, les chroniques pour une humanité en quête de repères. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et Didier Raoult, vous publiez donc Carnet de guerre Covid tome 2 qui est paru hier aux éditions Michel Lafon, un journal de bord dont les verbatims n'ont pas été changés en fonction du sens du vent médiatique. Bonjour. Bonjour. Cohérence d'abord, je crois que c'est très important. Alors on parlait, Didier Raoult, on parlait des repères, on parlait de cette perte de repères qui est le titre de votre livre, de ces chroniques. En fait, on a l'impression, et vraiment, enfin, de ce point de vue, la séquence, si je peux me permettre, du Covid-19 a été tellement exemplaire en termes de perte de repères, mais pas seulement justement chez les patients, pas seulement chez les politiques, mais aussi chez les médecins, chez le corps hospitalier. On dirait qu'il y a eu une espèce de choses à front renversé où personne ne retrouvait ses petits. Oui, parce que je crois que plus profondément, on est dans une crise civilisationnelle. D'ailleurs, globalement, ça fait 2 jours que je rencontre des journalistes et que je dis toujours la même chose. Vous savez, depuis 2 ans, l'espérance de vie des humains a continué à augmenter. Il n'y a pas moins d'humains à la surface de la Terre. Donc, cette disproportion entre l'affolement général, la rupture de toutes les barrières qu'on s'était mises pour pas prendre trop de risques, tout ça s'est fait dans un affolement absolument incroyable pour quelque chose qui est embêtant, qui est ennuyeux. Mais globalement, nous, on a publié ça très récemment. La moyenne d'âge des gens qui sont morts, c'est 80 ans quand même. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pas la peste là qui est arrivée. Donc, cette crise de nerfs généralisée, puis, du coup, associée, je suis pas sûr du tout que cette crise de nerfs vienne de ça. Je crois que tout le monde a été pris dedans, mais associée avec des bénéfices qui sont outrageants, eu égard au succès des produits qui ont été proposés. Je rappelle que Pfizer a eu un chiffre d'affaires en 2021 qui est l'équivalent du PIB de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est des puissances qui ont émergé, des niveaux financiers qui sont montés exponentiels, qu'on peut pas imaginer. Donc le monde est en train de se transformer là. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire vous avez des gens qui manient de l'argent, qui ont des fonds qui sont supérieurs à ceux de 90% des États souverains. Donc cette puissance-là, moi, m'est apparu hors de contrôle. Donc les barrières que nous avions mis, le conflit d'intérêts, les barrières, la déclaration des domaines, ne pas être le conseiller d'un gouvernement quand on est en même temps le conseiller de quelqu'un qui vend quelque chose au gouvernement, toutes ces barrières-là... Pour ne pas le nommer, enfin, il faut le dire. par exemple, mais tout ça où les gens qui n'appliquent pas une loi, qui est pourtant la loi, qui est celle de déclaration des conflits d'intérêts. Est-ce que vous allez parler de quelque chose qui a un rapport avec un industriel qui vous a payé pour ça ou pour autre chose? C'est l'idée de gens dire, attendez, il m'a payé, mais c'est pour autre chose. Je suis libre et je peux dire ce que je veux. Oui. Donc on ne sait pas si c'est du cynisme ou de la naïveté, mais en tout cas, on n'a pas le droit de le faire. Donc cette non-application, je vois toutes les... Alors, il y a une chose extraordinaire qu'on essaie de m'appliquer de manière très très régulièrement, qui s'appelle l'article 40. Vous connaissez l'article 40 ? Non, dites-nous. C'est un article de dictature épouvantable. Ça a été mis en place par Napoléon, qui dit que tout fonctionnaire qui a eu connaissance d'un délit ou d'un crime doit le dénoncer au procureur.
D'accord. C'est-à-dire l'organisation massive de la délation par tous les fonctionnaires. Le devoir de dénonciation, si on a eu connaissance, bien entendu, donc ça veut dire tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez mettre demain n'importe quelle structure qui décide que ça est un délit et demander à tous les fonctionnaires de rapporter ces délits. Le procureur il faudra créer des postes de procureur aussi. Donc ça, il y a ça d'un côté, et de l'autre, il y a un délit qui est commis quotidiennement sur tous les médias du monde où s'exprime un certain nombre de collègues qui ne disent pas, écoutez, je dois vous dire, j'ai peut-être un biais d'interprétation parce que j'ai beaucoup travaillé avec ces gens qui m'ont donné de l'argent. Travailler avec tel ou tel laboratoire. Je continue à travailler avec tel ou tel laboratoire. Et personne ne le dit, ça. Et personne ne le dit. Ouais. Et je pense que donc on n'est pas lucide. Moi, je n'ai rien contre l'effet que les gens gagnent de l'argent, mais il faut avoir des contre-pouvoirs avec ça parce que la corruption, c'est vrai comme le monde, quand même. Donc c'est comme ça que s'écroule la République romaine, quand même. Hein. C'est la plutocratie qui tue la République romaine. Donc il faut faire très attention à avoir des barrières qui soient entre le fait de gagner de l'argent et le côté décisionnel des choses. Il faut mettre des barrières suffisamment importantes pour que on ne se retrouve pas dans l'histoire Pourdoux, qui est une histoire qui est caricaturale, c'est-à-dire de vendre de la drogue à haut niveau. Les Américains ont estimé qu'il y avait 500 000 morts dans la crise de Pourdoux, avec une industrie qui disait... Ils ont des opioïdes. Les opioïdes, qui disaient c'est bon pour vous, vous savez, il n'y a aucune raison que vous ayez mal, on doit aller jusqu'au bout, c'est pas du tout addictif, vous pouvez le faire. Il y a des centaines, des milliers de médecins qui ont été payés, il y a eu des congrès qui ont été faits, il y a eu des lois qui ont été faites aux États-Unis qui donnaient un surenchérissement financier aux hôpitaux qui traduisaient que leurs médecins avaient été contents et satisfaits des soins, en particulier concernant la douleur. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est tout. On calme la douleur et on vous empoisonne. Et on vous empoisonne. On vous rend addict, quoi. On vous rend drogué. Mais comment ça se fait? Mais alors, est-ce que franchement, on n'a pas assisté encore une fois, avec le recul, 2 ans, ça fait un recul, on n'a pas assisté à ce que toutes ces barrières dont vous dites ces lois, ces lois ont été, mais je n'irai pas pulvérisées, mais quand même, on va pas revenir sur la polémique du Lancet, on va pas revenir, mais quand même, cette histoire d'abord, parce que c'est le sous-titre de vos carnets de guerre, laisser les médecins faire leur boulot, on peut dire, enfin, leur job. Qu'est-ce qui a fait quand même que les médecins, ou en tout cas une partie des médecins, on leur a dit maintenant vous arrêtez, c'est plus votre problème, on prend ça en charge, nous gouvernement, nous conseils scientifiques, etc. Vous restez chez vous, en tout cas vous ne faites pas grand-chose. Qu'est-ce qui fait, Didier Raoult, mais dans ce domaine-là que vous connaissez, qu'est-ce qui fait que les gens obtempèrent ? Oh, malheureusement, vous savez, les gens obéissent beaucoup. Moi, je vais vous dire, je sais qu'on a un goût commun pour la tentative de compréhension de la drôle de guerre. Vous savez, pour moi, l'histoire de ma famille dans cette guerre commence par le fait que, quand même, Pétain demande, 17 juin, si mes souvenirs sont bons, à tous les militaires français de la zone nord d'aller voir les Allemands pour se rendre. Et donc, les Allemands partent avec 1,2 million de prisonniers, dont 800 000 n'ont jamais combattu, n'ont jamais vu d'Allemands. Ils sont allés directement. Ils sont allés. Oui. Ils sont allés. Moi, mon grand-père est parti. Il a refusé. Il a fait, comme vous voyez, la 7e compagnie. Il a fait une marche de nuit avec ses hommes. Il est revenu à Marseille. Et quand il est arrivé à Marseille, on l'a mis en prison parce qu'il avait désobéi aux ordres. Donc, il est ressorti de prison. On peut être prétend, mais ça irrite beaucoup mon directeur général que je dise que c'est cette prison, qui est la prison Saint-Pierre à Marseille, où mon grand-père a été en prison, où ma grand-mère ensuite a été en prison avant d'être déportée à Ravensbrück par les nazis, qui est maintenant le headquarter de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, ce qui fait que quand j'y vais, je ne me sens pas très à l'aise. Vous voyez ? Parce que PHP. La PHM, voilà. La PHM, oui, pardon. Non, la PHP, on ne sent pas. Mais souvenez-vous de mes collègues de Pasteur, quand Philippe Kouliński, qui avait raison, il fallait augmenter la taille de Pasteur pour laisser de l'espace pour les gens vivre, mais il avait trouvé comme espace pour les déplacer Fresnes, je peux vous dire que ça n'est pas passé, et qu'une des raisons pour lesquelles Philippe Kouliński est parti, c'est parce que la symbolique de Fresnes était insupportable. Donc les gens vont, on leur donne l'ordre de le faire, et ils obéissent. C'est ça. Et alors, dans cette histoire-là, justement, on en parlait, vous me dites encore, on en parlait juste avant de prendre l'antenne, Didier Raoult, vous disiez, ce qui est quand même étonnant, et vous racontez toujours, ces molécules, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, on peut aussi parler de l'ivermectine et autres,
Et à ce moment-là, subitement, parce que c'est toujours intéressant, je crois que les livres d'histoire, il y aura beaucoup de livres après là-dessus, c'est qu'on a dit, attendez, terminé, ça c'est terminé. Comme vous disiez, il y avait des milliards de doses qui avaient été prescrites dans les années 50, 60, 70, etc., 80, tout jusqu'à présent. Et puis d'un coup, on dit, terminé. Et vous dites, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et ça reste vrai, c'est-à-dire qu'il y a, vous vous rappelez, j'avais donné une interview où j'avais dit, vous savez, on ne sera pas sorti de la folie. Je suis très marqué par la psychiatrie, pas parce que je suis fou, quoi qu'on puisse en penser, mais parce que je suis cerné de psychiatre. Ma femme est psychiatre, ma fille est psychiatre, mon beau-père était psychiatre, donc... Et je me suis beaucoup intéressé, étudiant à la psychiatrie. Vous savez, quand quelqu'un devient fou, pour la première fois, ça s'appelle une bouffée délirante. Et on lui pose la question, au bout d'un moment, de savoir s'il est capable de faire la critique de sa bouffée délirante. Et s'il ne fait pas la critique de sa bouffée délirante, c'est que c'est pas une bouffée délirante, c'est qu'il délire complètement. Je peux vous dire quelque chose, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il se trouve que je reviewais en même temps un papier pour le Lancet. Et dans ce papier, c'était les rhumatologues qui avaient fait ce papier, et ils rapportaient 1 million de traitements en rhumatologie avec du plaquenil, pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, parce que c'est le traitement de base de la polyarthrite rhumatoïde. Eh bien là-dedans, il ne rapportait aucune surmortalité. Plaquenil étant l'hydroxyde. Enfin, oui, et le Lancet avait les 2 papiers en main. Donc comment on a pu prendre une décision de dire il y a rien qui... Ce papier a été publié ensuite dans le Lancet Respiratory Disease, vous pouvez le trouver. Et de publier en même temps un papier qui dit il y a 10% de morts et l'autre qui dit il n'y a aucune mort supplémentaire. Et donc dans le même journal, le même comité éditorial a publié celui qui disait qu'il y avait 10% de morts, c'était un scoop, avec des inconnus. Vous savez, c'était même cocasse à la fin, parce que la fille qui était la directrice de la promotion, c'est une fille qui était connue parce qu'elle faisait des films porno. Non mais, si vous voulez, c'était, à la fin, c'était cocasse d'avoir ça, si vous voulez, qui devient la ligne directrice de l'OMS pendant un week-end, et malheureusement de notre ministre de la Santé. Voilà, et la ligne directrice du gouvernement, enfin du gouvernement, du conseil scientifique, etc. Et alors justement, au-delà du Lancet et ça, c'est que c'est vrai qu'il y a eu un déni. Alors, est-ce qu'on a eu donc une bouffée délirante là-dessus qui dure encore, il faut bien le dire, enfin avec les polémiques que l'on sait, et en même temps effectivement beaucoup de choses qui arrivent, qui réagissent, par exemple, ou est-ce que ce n'est pas au fond pendant la guerre, les affaires continuent. Est-ce que quelque part, on a parlé des conflits d'intérêts, mais au-delà de ça, est-ce que quelque part, il n'y a pas eu quelque chose qui a consisté à dire, parce que vous parlez beaucoup de ça, on en a parlé ensemble, Didier Raoult, vous dites, écoutez, il y a des molécules, elles ne meurent jamais, les molécules, hein, elles peuvent avoir 1000 ans, ou je ne sais pas, enfin, ou 500 ans, ou 200 ans. On pourrait les recycler, ou en tout cas les employer pour d'autres domaines, simplement on ne veut pas le faire. Ça, vous m'avez dit ça à plusieurs reprises. Est-ce que ce n'est pas quelque part le fond du problème? C'est-à-dire de dire, obsolescence programmée, les molécules, c'est comme le smartphone, il faut changer le 5, le 6, le 7, le 8, et les molécules deviennent des smartphones, et puis attention, il faut trouver d'autres choses, on vous les propose avec tel ou tel vaccin, ou tel... Est-ce que c'est pas ça? Il y a beaucoup de ça, et il y a, si vous voulez, je crois pas, moi je veux pas du tout dire que tous mes confrères qui ont suivi ce message étaient des gens qui étaient corrompus, c'est pas du tout ce que je pense. Notre médecine a été élevée dans la croyance permanente, si vous voulez, du progrès thérapeutique. Et donc, moi je sais que j'ai eu, ça fait maintenant un certain temps où pratiquement nous, tous nos protocoles standardisés ne sont faits que de molécules génériquées. Donc on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de nouveaux produits dont on ait besoin. D'accord. Donc c'est une vraie question. Et quand j'ai eu des discussions, de temps en temps, on passait un patient dans une réanimation, il nous changeait le médicament. J'ai dit, mais pourquoi vous le changez? Ça marche très bien. Il dit, non mais c'est pas possible. Pourquoi il y aurait des médicaments nouveaux si les anciens marchent aussi bien? Donc c'est une forme de pensée qu'on a inculquée, qu'on a mise en place et qui actuellement n'est pas réellement en phase avec ce que nous savons. Et en particulier du fait de la constitution d'un patrimoine, d'un capital moléculaire qui fait que
nous avons des outils, mais c'est pas nous qui les développerons, mais ne vous inquiétez pas, ça sera les Indiens, les Chinois qui les feront, parce qu'ils s'en fichent complètement. Si ça leur coûte 10 fois moins cher ou 100 fois moins cher, ils préféreront. Hein. Ils n'ont pas leur industrie pharmaceutique à défendre. Oui. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'il y a deux informations qui sont arrivées pratiquement en même temps? Ursula von der Leyen, qui est donc la présidente de la Commission européenne et de fait un des personnages les plus importants de l'exécutif européen et donc du nôtre, elle a déclaré ça il y a pas si longtemps, le décembre dernier, que l'Union européenne devrait dès à présent avoir une discussion sur la vaccination obligatoire, tout en soulignant qu'une telle décision relevait des États membres. Et elle dit, voilà, environ 1 milliard de doses ont été livrées dans l'Union européenne, plus de 360 millions de doses de vaccins RNM seront livrées d'ici la fin du premier trimestre 2022. C'est suffisant pour que tous les Européens entièrement vaccinés puissent recevoir un rappel. Alors, dit Ursula von der Leyen, allez-y. Et il y a quelques jours, la Cour suprême indienne, donc là, on va vers l'Asie, juge la vaccination obligatoire anticonstitutionnelle et la Cour suprême d'Inde a statué, on ne peut obliger personne à se soumettre au vaccin contre le Covid-19. Alors, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Intéressant, l'Inde d'un côté, la Commission européenne de l'autre. Bon, vous pouvez mettre l'Angleterre aussi. L'Angleterre commence sur le site de la santé publique à dire ça ne fait pas partie des mœurs et des traditions anglaises d'avoir des obligations vaccinales. Donc il n'y a aucune obligation vaccinale en Angleterre. D'accord. Donc ça n'est pas, c'est toujours effectivement, il y a une partie des gens qui ont l'habitude d'avoir une approche autoritaire. Jusqu'à présent, cette approche autoritaire était celle des pays de l'Est. La vaccination obligatoire, c'était quasiment les pays de l'Est, c'était de toute manière, on sait ce qui est bon pour vous, faites-le et obéissez. Là, cette généralisation qui n'a pas de sens scientifique, c'est-à-dire que, étant donné que les virus circulent chez les animaux, que les vaccins n'ont pas montré si vous regardez n'importe quelle carte, hein, il faut lui dire de regarder John Hopkins Covid. Vous ne voyez pas qu'il y a moins de cas depuis qu'il n'y a plus de vaccins, et vous ne voyez pas qu'il y a moins de cas dans les pays très vaccinés par rapport aux pays vaccinés. Donc la preuve, maintenant, a posteriori, on l'a. On peut toujours dire, effectivement, ce qui est plausible, qu'il faut faire le vaccin pour les gens qui risquent de faire une forme grave, ce qui est raisonnable, si vous voulez, parce qu'ils ont au moins un bénéfice à espérer. Pour le reste, si vous voulez, là, c'est de mon point de vue, c'est de la croyance. Mais par exemple, quand on veut vacciner les enfants, 2 ans, 5 ans, ça vous paraît... Moi, personnellement, je ne vois ni l'intérêt, ni même la sécurité. Il faut voir que pour pouvoir savoir les effets tardifs des vaccins, il faut avoir le temps de les observer. Si vous n'avez pas eu le temps de les observer, je ne vois pas comment vous pouvez dire, écoutez, je sais, c'est du prêche. C'est plus de la connaissance. La connaissance, c'est de l'observation. Je vous ai dit, moi, ma compétence, c'est l'observation. Je regarde. Je n'ai pas d'opinion avant d'avoir regardé. Après, si je fais ce qu'on est bien tous obligés de faire, on est bien obligé de faire des analogies avec des situations qu'on a déjà connues. Bien sûr. Mais ce ne sont que des analogies. Les choses ne sont pas identiques, donc on ne peut pas les prédire. On va tout de suite reprendre cette conversation après cette petite pause. À tout de suite. Et il n'y a peut-être que sur Sud Radio que vous pouvez questionner le professeur Raoult qui reste encore une demi-heure avec nous. Appelez-nous au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Didier Raoult, pendant la pause, nous parlions du Dark Winter, de l'hiver sombre. De quoi s'agit-il ? C'est parce que nous parlions, si vous voulez, des prophètes de malheur, si vous voulez. Donc les gens, si c'est tellement présent dans nos histoires, dans nos mythes, c'est parce que les humains, ils sont réceptifs. Moi, il y en a un que j'ai très bien connu, qui était celui-là, ce qui est au moment où il y a eu un épisode de bioterrorisme, entre guillemets. En pratique, ce qui s'est passé en 2011, c'est que
en 2001, pardon, c'est que les... Après le 11 septembre. Après le 11 septembre, c'est oui. qu'il y a eu quelques enveloppes avec des spores de charbon, qui est une bactérie qui donne une maladie qui peut être mortelle, qui ont été envoyées à des politiques et des journalistes. Je crois que ça fait 7 morts. Et donc, ça a été une grande folie dans le monde relayée, qui était un peu un préliminaire au Covid, qui a été relayé dans le monde entier, ici, y compris ici. Moi, c'est comme ça que je me suis retrouvé à tester. J'ai testé 1800 poudres blanches. On était les seuls à avoir les capacités pour le faire à ce moment-là, qui était rien. Il y a même un gosse qui a été foutu en prison parce qu'il avait envoyé un truc avec de la farine dans une enveloppe en marquant Vive Ben Laden, et qu'on n'a pas le droit de terrifier les gens comme ça, même s'ils ont tort d'être terrifiés. Et en réalité, ces spores ont été analysés. J'ai connu des gens qui les ont analysés. Et en l'espace de 2 mois, les Américains savaient très bien que cette spore venait de leur propre laboratoire de Fort Detrick, qui était une bactérie qu'ils avaient militarisée pour l'utiliser avant que Nixon décide qu'on arrêtait. Oui. En tant qu'arme biologique. En tant qu'arme biologique. Et donc, l'ingénieur qui travaillait là-dessus, on avait pris, et c'est lui qui les avait envoyés. Donc, les Américains savaient très bien. Et pour que la peur règne et que se développe une espèce de folie qui a coûté des milliards dans le monde sur le bioterrorisme, il y a eu une équipe qui était cette fois celle de John Hopkins, qui a fait un film qui s'appelait Dark Winter, qui montrait, voilà, si Saddam Hussein a le virus de la variole, il infecte 10 personnes qui vont dans 10 hubs, dans 10 aéroports, et le film s'arrêtait, il y avait déjà 1 million de morts. Donc c'est un film catastrophe qui a été montré à tout le monde, y compris en France, à tous les responsables qui ont vu ça et qui ont dit c'est affreux. Et donc c'est comme ça qu'est partie la vaccination contre la variole pour les malheureux qui sont allés en Irak, là-bas. On estime qu'il y a une centaine de personnels militaires qui sont morts à cause de la vaccination contre la variole là-bas pour rien. Et ça a changé toute la structure, toute l'organisation de tous les laboratoires, de toute la recherche scientifique pour quelque chose qui était juste une bêtise de l'armée américaine. Hein. Donc ensuite, c'est assez exemplaire. Ouais. C'est assez exemplaire. Et ensuite, Ferguson a prédit tous les malheurs à chaque fois. La vache folle, les modélisateurs. Mais c'est toujours le même, c'est toujours Ferguson. Oui. Il a prédit aussi pour la grippe aviaire, et il s'arrêtait à 1 million de morts aussi. Et donc, c'est lui qui a prédit des millions de morts, des dizaines de millions de morts pour le Covid. C'est pour ça que c'est important de dire que maintenant, l'espérance de vie du monde a continué à augmenter, et qu'en France, elle a augmenté aussi, sauf en 2020, parce qu'il y a une gestion tellement affolée de la situation qu'il y a eu beaucoup plus de morts que ce qu'il y en a eu et ce qu'il aurait dû y en avoir quand on gère les choses d'une manière normale. Mais alors, en France comme ailleurs, d'ailleurs en Chine, on le voit, un confinement terrifiant quand même. Cette histoire de confinement où vous dites, parce que en fait, c'est l'histoire de Knock de Jules Robin. Toute personne bien portante est un malade qui s'ignore. Donc, on a dit, tout le monde sur le même plan. Non, c'est ça extraordinaire. Vous dites vous-même, chaque individu, en fonction de son âge, l'obésité, les anticorps, etc., est différent. Et on a mis tout le monde. C'est ça qui est tout à fait fascinant. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. On a mis tout le monde sur le même plan, mondialement pratiquement. Pas mondialement. Après, quand les gens ont essayé de faire ça en Afrique, ça s'est vite arrêté. Hein. Ouais. Donc les Africains n'ont pas du tout supporté qu'on essaie de leur faire ça. Ça n'a pas marché. Et c'est pour ça d'ailleurs. Et les résultats sont bons en Afrique. Les résultats sont bons, c'est les meilleurs du monde. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Alors, je sais pas, il y a, encore une fois, moi j'ai toujours été très en retrait de la décision politique parce que les politiques ne font pas le même métier que moi. Ouais, c'est clair. Donc moi, je regarde ce qui est établi ou ce qui l'est pas, ce qui marche pas. Avec le recul, là maintenant, on peut pas me raconter la même chose. J'étais très prudent au départ, je regardais ça. Comme je savais que c'était une zoonose, je pensais que l'éradication était impossible. Comme c'est un virus qui mute très très facilement, je savais très bien qu'en prenant des cibles aussi étroites, il y aurait des échappements viraux. Parce qu'on sait ça pour la grippe, on sait ça, voilà. Et donc l'idée qui est partie de traiter, si vous voulez, le Covid-19 comme si c'était la rougeole ou comme si c'était la variole est une erreur scientifique brutale. C'est idiot. Voilà, ça, on peut dire c'est bête. Mais en plus, ça s'est confirmé. Donc il faut arrêter de considérer que c'est comme la variole ou la rougeole. On ne va pas éradiquer cette maladie avec du vaccin. C'est pas vrai. Il va falloir vivre avec, apprendre maintenant à soigner les gens, à former les médecins à regarder et à détecter les éléments de gravité, prendre en charge les gens, voilà.
Et puis, ça durera ce que ça durera, personne ne peut le prédire. Nous, on arrive maintenant à peu près à prédire la durée de chaque poussée, de chaque micro-variant ou chaque variant, parce qu'on sait que ça dure 3 mois et demi en moyenne. Voilà. Chaque variant peut durer 3 mois et demi de moyenne. Mais un autre variant peut revenir, exactement. etc. Oui. Et même dans ces variants, peuvent sortir des sous-variants qui ont une mutation bénéfique, c'est ce que nous on appelle une mutation fertile, si vous voulez, qui permet de se relancer. Et ça durera pareil, 3 mois et demi. Ça veut dire que ça s'installe comme la grippe s'installe, c'est installé. On a l'impression, c'est-à-dire que régulièrement le flux, ça on le sait à peu près, il y a un flux qui se passe des animaux vers nous, de virus, parce qu'il y a des réservoirs animaux, en particulier les chauves-souris sont un réservoir incroyable de virus. Et régulièrement, ils passent vers nous. Et compte tenu de la densité humaine à la surface de la Terre, bien entendu, c'est très facile de faire des épidémies chez l'homme. Donc, quand vous avez des méga-cités, le transport, et puis des transports, les voyages dans tous les sens, qui en réalité est assez difficile, à part les pays qui ont des structures très très lourdes, c'est très difficile d'empêcher les voyages et donc d'empêcher l'importation des virus. Et savoir un peu, enfin, et on va en parler avec comment, dans ce paysage, comment raison garder ou comment raison retrouver, parce que il est là aussi le problème. Vous nous appelez au 0826 300 300, le professeur Raoult reste avec nous encore un quart d'heure. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On va prendre un ou deux auditeurs, mais je vous demanderai vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à faire, et surtout on va entendre Didier Raoult, d'être extrêmement succinct et bref dans vos interventions. Merci. Si vous voulez, encore une fois, pour des raisons, il faut remonter un peu en amont. Si vous voulez, on vit dans une époque, c'est ce que j'expliquais, l'histoire du bioterrorisme à 20 ans, c'était entièrement faux, bien sûr, et c'est ce qui a été la justification. Ça a été une telle intoxication, une telle propagande que 65% des Américains, un an après le 11 novembre, pensaient que c'était Saddam Hussein qui avait fait détruire les tours jumelles. Enfin, il faut voir que ça marche très très bien, la propagande quand même. Hein. Et l'excitation de la population, l'angoisse de notre civilisation, de la population, est considérable. Et que donc, ça fait plusieurs années que Bill Gates, après on va dire je suis complotiste, Bill Gates dit il faut raccourcir terriblement le temps d'homologation des vaccins pour qu'on puisse répondre si on a une épidémie, pour qu'on puisse répondre dans le temps de l'épidémie. Il vient de le redire d'ailleurs. Hein. Et donc, ça a amené à un changement des mentalités sur lequel on disait, écoutez, pour un vaccin, il nous faut le temps de l'évaluer, il faut qu'il y ait beaucoup de gens, il faut qu'il y ait plusieurs populations, il faut avoir le temps d'observer les phénomènes qui sont rares, les phénomènes qui surviennent après un certain temps. Et qui plus est, le bonus de cette épidémie qui a terrifié le monde entier est plus gros que tout ce que j'ai vu moi actuellement pour l'industrie pharmaceutique. J'ai jamais vu qu'on puisse gagner autant d'argent en aussi peu de temps, si vous voulez. Et donc tous les éléments étaient là pour que, alors qu'on était dans une espèce d'excès inverse dans lequel, au nom du principe de précaution, on ne peut plus bouger un doigt, et maintenant on bascule de l'autre côté où la phase expérimentale va se faire chez des gens qui sont obligés de se vacciner et qui signent un papier en disant qu'ils sont d'accord. Donc il y a là une anomalie dans notre gestion qui est liée à l'angoisse, qui est due à au besoin d'avoir une solution providentielle, vraiment au sens étymologique, immédiatement, qui fait qu'on a grillé toutes les mesures de sécurité ou d'observation, toutes les barrières de précaution qui avaient été sédimentées depuis des décennies. Donc, moi, je ne sais pas, on verra bien. On a découvert quand même les myocardites, personne ne le savait. Moi, j'ai été le premier en France à dire, écoutez, arrêtez avec le vaccin anglais parce que ça donne des thromboses cérébrales, en particulier chez les femmes jeunes. Il a été arrêté, d'ailleurs, hein, chez les jeunes. Donc, il y a des choses qu'on découvre, ce sont des accidents rares,
peut-être 1 pour 100 000, mais enfin, si les gens qui sont en bonne santé et qui risquent rien en font 1 pour 100 000, le bénéfice n'est pas tellement du côté du vaccin quand c'est comme ça. Pour les gens qui font partie d'une population dans laquelle il y a 5 à 10% de morts, mon Dieu, on peut prendre un risque, en particulier un risque à court terme qui est raisonnable. Mais quand c'est pour les autres, il faut se donner le temps d'observation. Et moi, je trouve qu'une mesure intelligente eût été de dire, écoutez, pour cette population très à risque, on commence à faire les vaccins. Pour les autres, on continue les essais d'évaluation pour être sûr que, effectivement, ce qu'on fait est raisonnable et que l'on a un dossier, cette fois-là, qui est le même dossier qu'on a toujours eu pour les vaccins. Et juste un mot de ce point de vue, c'est ça, c'est ce que vous décrivez en fait, c'est qu'il y a eu un management par la peur et qui a bien marché. Par la panique. Il faut le dire. Par la panique, absolument. Merci Julien pour votre intervention. Nous sommes avec Valérie qui nous appelle de Savigny-sur-Orge. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Valérie. Oui. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour Monsieur Raoult. Déjà merci beaucoup pour votre liberté de parole. J'ai une question pour le professeur Raoult concernant la réintégration des soignants suspendus. Je voulais savoir, à partir du moment où on a maintenant la certitude que le vaccin n'empêche pas de tomber malade et n'empêche pas la contamination, pourquoi on n'entend plus parler de la réintégration des soignants qui ont été suspendus ? Encore une fois, moi je ne suis pas un homme politique. Je pense que sur le plan de la rationalité scientifique, ceci n'a pas de sens. Mais je pense que, si vous voulez... mais ça n'a pas de sens du point de vue scientifique. Non. Ces 15 000 personnes suspendues devraient être intégrées. Oui, elles sont pas ni plus ni moins sensibles au virus. Et les gens qui sont vaccinés sont aussi contagieux que ceux qui ne le sont pas. Donc, si vous voulez, on pouvait toujours penser que c'était vrai. Mais le problème actuellement, c'est qu'il ne faut pas confondre la persévérance et l'obstination. Vous voyez ? Et d'ailleurs, il y a un terme médical, que je ne sais pas si vous le connaissez, mais comme je vous parlais, vous voyez, tout à l'heure de bouffées délirantes, eh bien, il y a une différence entre la persévérance et la persévération. Est-ce que vous connaissez ce terme de persévération? Alors, c'est un terme médical, la persévération. Ouais. Ça veut dire, en pratique, les gens qui radotent, c'est-à-dire qui répètent la même chose. Et donc, le terme médical du radotage, si vous voulez, c'est la persévération. Donc, il ne faut pas... La persévérance, c'est bien, la persévération, c'est pas bien. Voilà, c'est un signe de souffrance cérébrale. En tout cas, vous le perverserez pas, vous, professeur Raoult, c'est clair. Juste un mot avant de prendre un autre auditeur. Vous avez vu quand même que c'est intéressant par rapport à ce que vous dites à vos carnets de guerre. Convocation des médecins, c'est toujours là, qui ont prescrit des traitements précoces devant leurs instances disciplinaires. Ça n'a pas été levé, ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui médecin il prescrit des traitements précoces, on en avait parlé, eh bien ça n'a pas été levé, la convocation. L'ordre des médecins peut toujours intervenir. C'est quand même étonnant, quoi. Si vous voulez, dans cette situation de panique, déjà, je pense que il y a des principes démocratiques sur lesquels il faut revenir, c'est-à-dire la liberté de parole, la liberté d'expression. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui supportent extraordinairement mal la liberté d'expression, qui est un de nos droits fondamentaux, constitutionnels, en particulier quand on fait de la recherche. Il y a non seulement le droit, mais le devoir de divulguer ce que vous savez, parce que vous êtes payé pour ça. Donc, cette liberté de parole est quelque chose, cette liberté d'expression est quelque chose qui est très attaqué. Il faut y faire très très attention, parce que c'est vraiment un des éléments majeurs de la démocratie. Et d'autre part, si vous voulez, la liberté de prescription des médecins est une liberté naturelle, à condition qu'on n'utilise pas des médicaments qui sont dangereux. Mais quand des médicaments sont utilisés à des millions d'exemplaires pour un traitement ou pour un autre, c'est le choix du médecin. Et je voudrais rappeler là, parce qu'il y a des gens malveillants qui ont colporté l'inverse. Moi, je suis passé devant le conseil disciplinaire de l'ordre, pour différentes raisons, et l'ordre ne m'a absolument pas reproché ma conduite médicale. J'en suis content, parce que ça m'aurait fait de la peine et j'aurais fait appel. Mais il m'a reproché de ne pas avoir été courtois, après... Vous n'êtes pas courtois, c'est pas bien ça. Après 6 mois de réception d'insultes diverses et variées sur les différents plateaux télévisés, c'est bien possible que j'ai manqué de courtoisie, je le reconnais volontiers, donc je n'ai pas protesté pour le fait qu'ils me mettent un blâme, parce que j'avais été discourtois vis-à-vis de mes confrères et que j'avais manqué de confraternité. Je crois que c'est peut-être pas mal de répondre quand on est attaqué, de toute façon. Juste une dernière chose, Didier Raoult. Aujourd'hui,
il faudrait 1 heure pour répondre, mais juste, est-ce que vraiment l'essentiel, c'est de revenir au calme, au sang-froid, à l'observation et à raison garder? Oui, mais je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait. Moi, j'ai essayé tout le temps, la fois où j'ai eu une réunion avec les uns les autres, d'essayer de dire, écoutez, le pire que vous puissiez avoir, c'est la peur. Donc, c'est la peur qui fait que vous n'êtes plus capable de lutter comme on doit le faire, c'est-à-dire comme des soldats qui défendent leur maison, qui reculent pas. C'est ça le travail des médecins, y compris quand on ne sait pas. Vous savez, nous on travaille beaucoup sur la peste. Je vous conseille d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas relu depuis peu de lire la peste de Camus. C'est un artisan, c'est un médecin c'est un artisan. Il pratique son art, on appelle ça l'art médical, et donc il soigne les gens, il s'en occupe, il leur donne des bains. Et nous on a la trace, une étude avec une équipe d'anthropologistes extraordinaire, avec un jeune qui s'appelle Barbieri et qui est supervisé par mon collaborateur Michel Drancourt, qui analyse tous les textes de la Grande Peste de 1720 à Marseille sur la thérapeutique. Et il montre que la prise en charge thérapeutique a amélioré le pronostic au XVIIIe siècle, alors qu'on ne connaissait aucun des médicaments qui ensuite vont traiter la peste en soignant les gens. Prise en charge, soigner les gens. Merci Didier Raoult. Carnet de guerre Covid-19, tome 2, on le voit à l'écran, aux éditions Michel Lafon. C'est le livre que vous avez publié hier. Vous êtes microbiologiste et de la science rock, il n'y a qu'un pas, puisqu'André Berkoff reçoit Louis Bertignac.